Bonjour chers collègues, nous sommes là pour présenter dans le cadre du cours d'audit informatique. Nous avons un exposé et sujet à vous présenter intitulé Audit de projet. Ce sujet sera présenté par deux orateurs. Il y aura Kassere Kamara Nelfas que je suis, il y aura mon confrère Emmanuel Mbong. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre du cours d'audit informatique, les points que nous avons d'audit de projets, ce sera dans le cadre des projets informatiques. Alors, notre thème va porter sur 15 points. Les 15 points, on va seulement décortiquer d'une manière synthétique. On va présenter seulement le point et on va mettre les documents qu'il doit récupérer ou bien qui doivent aider l'auditeur en fait de vérifier si les points étaient respectés. Alors, nous allons commencer des objectifs jusqu'à la mise à production du projet. Alors, premièrement, commençons par l'objectif et enjeu du projet. Dans objectif et enjeu du projet, nous comprendrons qu'un projet d'abord c'est quoi? C'est un ensemble de tâches interdépendantes concourant à la réalisation d'un objectif prédéfini et mesurable avec des spécifications, des contraintes, de moyens humains, financiers, matériels, de délais et de risques. Alors, le projet informatique est généralement une nouvelle application, maintien de l'application existante, ou on peut encore avoir un renouvellement matériel, un renouvellement du matériel majeur. Alors, dans l'enjeu de objectif et enjeu de projet, on nous dit ensuite que la conduite des projets est un ensemble de processus, comme on l'a dit dans la définition. Alors, ces processus ici doivent permettre la maîtrise de la réalisation de ces 10 projets afin que celui-ci soit mené jusqu'à son terme. Alors, cette maîtrise-là doit passer par le découpage du projet. Donc, vous devez découper le projet en processus, en étapes, en phases d'activité et tâches. Alors, il est indispensable d'avoir une définition claire des entrées des processus, des phases, des étapes de production attendues et des conditions de passage d'une autre phase. Alors, les rôles et les responsabilités des acteurs doivent aussi être très clairement définis. Alors, quand on fait l'audit de projet, il y a des documents à récupérer par rapport à l'objectif, pourvu que l'auditeur puisse avoir un avis un aperçu sur les objectifs et enjeux du projet. Il doit lui fournir une étude de la valeur et d'opportunité, la liste des processus impactés. Il doit voir les manières d'utilisateur, il doit voir les manières d'exploitation, il doit voir le dossier d'organisation de la reprise des données, bilan de qualité logicielle, bilan de la satisfaction des utilisateurs. Alors, le deuxième point, c'est lui qui nous parle de quoi? D'études d'opportunité et expression des besoins. Dans cette étude d'opportunité, nous devons savoir que l'étude d'opportunité et expression des besoins, c'est sur les 2 premières phases d'un projet. Alors, cette étude d'opportunité est généralement suivie d'une étude d'impact. Alors, il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'analyser les dysfonctionnements du système actuel pour, au final, disposer d'une description unique et partagée par tous. Alors, les différents scénarios de la solution ici, que des fourchettes de coûts associés, doivent être aussi comment élaborés. Alors, qu'est-ce qu'on doit vérifier par rapport à l'étude d'opportunité et expression des besoins? On doit voir beaucoup de points vraiment à vérifier. Et on doit voir quoi? On doit voir les cahiers de charges préconisés. Ouais. Est-ce qu'on voit si ces cahiers de charges préconisent une solution fonctionnellement et techniquement pertinente au regard des besoins exprimés? On doit voir aussi les exigences des utilisateurs. Est-ce que la population ciblée, est-ce que vraiment il y a des exigences privées ou bien particulières pour ces utilisateurs-là? On doit voir si le projet est cohérent avec le plan directeur et aussi avec les systèmes informatiques actuels ou futurs. On doit aussi voir si la direction est bien impliquée dans le projet. Donc, c'est ça qu'on doit vérifier dans l'étude d'opportunité. On doit vérifier aussi si les compétences du personnel sont en adéquation, donc sont vraiment cohérents avec les tâches. On doit aussi vérifier si une étude d'opportunité là a été validée. On doit voir maintenant
cette étude d'opportunité qui est validée, est-ce que ce document-là contient des objectifs du projet? Est-ce qu'il contient l'analyse des différences des systèmes existants? Est-ce qu'il contient les enjeux et faisabilité du projet? Est-ce qu'il contient les bénéfices attendus, la rentabilité économique du projet? On doit voir aussi s'il comprend les contraintes relatives au projet. On doit aussi vérifier si la liste des acteurs est là, les acteurs qui sont concernés par ce projet. Alors, dans cette étude d'opportunité, il faut voir maintenant est-ce que l'approbation de cette étude d'opportunité a été approuvée. Et est-ce que cette approbation a été aussi approuvée par une personne compétente pour le faire? Alors, après ça, normalement, on doit avoir maintenant la planification que je remets à mon collègue M. Mbong pour expliquer les deux points qui suivent ce que je venais d'expliquer. Merci de m'avoir accordé la parole, M. Mouira. Je vais parler sur les deux points, notamment la planification ainsi que l'instance de pilotage. La planification, c'est l'organisation. Tout d'abord, l'organisation doit être à mesure d'évaluer, d'organiser, de planifier la réalisation des travaux à venir. Nous avons aussi la mutualisation des ressources, tant on sait de la direction des systèmes de formation que les entités métiers est devenue une nécessité. Il est nécessaire de contrôler si l'organisation est à mesure de planifier de manière cohérente l'utilisation de ces ressources. Et nous allons citer quelques documents à récupérer, notamment macro-planning du projet, plan de projet détaillé, document de suivi des risques. Ensuite, nous allons parler sur les instances de pilotage. La différentes instances de pilotage sont mises en place pour accompagner un projet. Les choix des indicateurs et le formalisme du reporting jouent un rôle important lors des prises de décision. Les comités de suivi des projets sont généralement au nombre de 3. Là, on va peut-être passer plus vite, mais il faut savoir qu'il y a les comités de pilotage, les comités de projet, les comités des utilisateurs. Chaque point représente quelques lignes, mais on va nécessairement passer pour gagner peu de temps. Mais nous devons savoir que parmi ces 3 comités, il y a quelques documents à répertorier, notamment la liste des instances de pilotage et la liste des participants avec leurs fonctions, les comptes rendus des derniers coping, les tableaux de bord ou les indicateurs du projet. Après cela, je vais remettre la parole à M. Moura pour continuer les autres points. Okay, merci M. Mbongo. Nous présentons le cinquième point où nous parlons des méthodes et outils. Alors, les méthodes et outils ici, c'est par rapport à l'utilisation d'une méthode précise. On doit voir est-ce que la méthode utilisée est connue, est-ce qu'elle est partagée. Alors, cette méthode ici, pour l'auditeur, il doit veiller à l'utilisation par l'équipe projet ou bien l'équipe du projet de ces cadres de référence méthodologique. Ouais. Alors, il doit voir le principal difficulté aussi rencontrée, ce sont les manques d'homogénéité des livrables. Donc là, il y a le manque d'homogénéité entre les méthodes utilisées, les outils utilisés. Ouais. Donc on peut avoir des incompatibilités entre les outils mis en place ainsi que les méthodes qu'on est en train d'utiliser. Ouais. Alors pourvu que l'auditeur puisse connaître, est-ce qu'il doit être informé des méthodes et les outils utilisés, il doit récupérer certains documents qui vont lui donner quelques points aperçus. Il doit maintenant faire quoi? Il doit récolter le manuel de la méthode appliquée,
il doit avoir maintenant la liste des outils utilisés pour vérifier est-ce qu'il y a compatibilité ou bien sont cohérents. En plus de ça, maintenant, après le méthode et outils, il doit passer à quoi? Au plan assurance qualité. C'est-à-dire que le plan assurance qualité, c'est quoi? C'est un document aussi qu'on doit présenter. Alors, ce document ici doit décrire quoi? Les dispositions spécifiques prises en matière d'assurance de la qualité par un organisme. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir maintenant comme document répertorié? On doit avoir la manière d'assurance qualité, plan d'assurance qualité et puis procédure de suivi de revue de qualité. En plus de ça, après le plan, on doit avoir maintenant 7e point, conception générale et analyse. Dans cette partie ici, conception générale et analyse, ici, c'est comment, on va voir comment est l'évolution des systèmes informatiques. Donc ici, on doit avoir quoi? Une description générale de la solution, on doit avoir une description générale de comment s'organiser l'architecture de ces, je ne sais pas, de ces projets ou même de l'organisation, comment l'organisation est organisée par rapport au projet. On doit avoir, maintenant là, on doit avoir une orientation générale des actions de conduite du changement et de mise en œuvre. Alors, ceci va permettre à l'auditeur d'être matérialiser des éléments nécessaires à la prise de décision à terme de quoi? D'architecture, de lotissage, des coûts, des risques et puis des délais. Alors dans ce point ici, l'auditeur doit récupérer certains documents afin qui vont lui guider. Il doit avoir la comparaison des différentes solutions. Il doit avoir maintenant la liste des contrôles d'exploitation. Après ça, on doit avoir maintenant conception détaillée. Dans la conception détaillée, c'est quoi? C'est ponctué par un dossier de conception détaillée informatique. Donc ces dossiers spécifiques de façon détaillée, l'architecture, le modèle informatique, on doit avoir les composants logiciels à mettre en œuvre, ainsi que les interfaces, selon les scénarios, n'est-ce pas? Les modalités, la route, le développement retenu. Alors dans ce point ici de conception détaillée, il doit récupérer certains documents comme dossier de spécification détaillée. Il doit avoir manière d'utilisateur, manière d'exploitation, dossier d'organisation, bilan de qualité logicielle et bilan de satisfaction des utilisateurs. 9e point, c'est le développement, réalisation ou paramétrage. La phase de réalisation consiste à produire un ensemble de codes exécutables, structurés et documentés correspondant à quoi? Aux spécifications et respectant les dispositions du plan d'assurance qualité qu'on venait de suivre là précédemment. Alors cette phase ici inclut quoi? Le développement des interfaces internes et externes. Comment ça va être? La spécification des tests, l'élaboration de quoi? Des scénarios de la prise de données. Et si on distingue quoi? Des cas de figure lors de la phase de réalisation. Soit il existe sur le marché une solution répondant aux besoins, n'est-ce pas? Oui, ça qu'il faut alors paramétrer. Soit il faut développer une nouvelle solution sur les mesures ou bien sur la manière où l'entreprise est en train de travailler ou l'organisation. En plus de ça, maintenant, dans ce point-là, pour le paramétrage, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça consiste à adapter le logiciel au contexte de l'organisation. On va voir la technique de l'organisation. Est-ce que par rapport aux besoins des utilisateurs ou bien l'organisation qui va utiliser le projet, est-ce que ce logiciel-là est adapté au contexte? Alors là, dans ce développement et réalisation, l'auditeur doit récupérer certains documents qui doivent le guider, donc qui vont l'aider à faire ce qu'on appelle le point de contrôle. Donc il va récupérer le programme général des tests, il va avoir le plan de mise en place des tests, plan de migration, reprise des données, dossier des spécifications des paramètres. Alors on passe au 10e point. Le 10e point parle de qualification, c'est-à-dire les tests. Tests et recettes. Alors on sait que toute application doit d'abord être testée. Oui. Et avant de passer à la production, on doit d'abord connaître est-ce que le test est vraiment bien. Oui. Si ça marche très bien. On doit avoir une procédure formalisée encadrée qui encadre l'acceptation ou le rejet d'une livraison. Maintenant, là, il doit être accompagné des procès verbal. Il doit être aussi la qualité de la reprise des données peut être aussi incluse dans cette phase de test. Alors, dans ces tests ici, ou ce qu'on appelle la qualification, on doit récupérer certains documents. L'auditeur doit voir le plan de test, compte rendu des tests. Il doit voir plan de recettes. Il doit voir compte rendu des recettes. Il doit voir manuel comme là
Au début, manière d'utilisateur, manière d'exploitation, dossier d'organisation, bilan plutôt de qualité au logiciel, bilan de satisfaction. Ok? Alors, ça, ce sont les 10 points qu'on vient de présenter. La suite, je donne ça à mon confrère Hombong afin que nous puissions conclure notre exposé. Je vais parler sur le 11e point, dont l'intitulé c'est conduite du changement et mise en œuvre. Les enjeux capitaux dans la réussite ou l'échec du projet et les changements vécus par les organisations lors de l'évolution du système de formation qui doit être maîtrisé et géré comme un processus à part entière. Il s'agit de l'ensemble des moyens, des ressources, des méthodes pour transférer la connaissance de l'application de l'équipe projet vers les utilisateurs et les exploitants de l'application. Notamment, nous avons le processus doit aboutir à une réelle approbation du nouveau système de formation par tous les utilisateurs dès la phase de démarrage. Ainsi, nous dirons la démarrage et la démarche du conduite de changement ou mise en œuvre habituellement structurée à 6 points, notamment l'identification et l'évolution du changement, plan de communication, plan de formation, élaboration définitive de la documentation, organisation soutenue, de soutenance ou bien. Dans les cas simples, donc dans des cas simples, nous parlons de la reprise des données peut être incluse dans cette phase. Les documents dont l'auditeur doit tenir dans ses mains, nous avons les plans de communication, les plans de formation, planning de formation avec la liste des formés et le compte rendu des évaluations et des formés et des formateurs. Notez bien, la documentation pour que l'application soit pérenne et puisse évoluer, il est important de produire de la documentation. Ces documents doivent nécessairement contribuer à la transmission du savoir pour maintenir, pour évoluer et pour utiliser bien les applications qui résistent dans l'entreprise. Les documents dont l'auditeur doit tenir, nous avons la liste des indicateurs, les tableaux de bord, manière de l'utilisateur, manière d'exploitation, les dossiers d'organisation de la reprise des données, les bilans de qualité des logiciels, les bilans de la satisfaction des utilisateurs. Le 13e point est le rôle et la responsabilité. Il est important de définir les rôles et les responsabilités de l'ensemble des parties prenantes lors de la conduite d'un projet et sur ce, pour l'ensemble des phases est exprimé soit de l'existence, nous devons savoir les types d'opportunités au train de service. L'auditeur doit détenir les documents comme l'organigramme du projet avec définition de formation ou soit de fonctions. Donc là, on doit savoir qui fait quoi et il fait quoi quand. Après cela, nous avons les contrats d'assistance, les sous-traitances et des fonds gérance. Le 14e point, c'est la gestion des évolutions. Le terme évolution désigne les modifications apportées à un système après sa mise en service. Donc ici, nous voyons l'évolution. Donc les logiciels doivent répondre notamment aux besoins réels et de la population, soit les besoins réels de l'entreprise. Au fur du temps que les logiciels, soit les pays où l'environnement avance, il y a quelques mises à jour qui doivent être placées dans les logiciels. La gestion d'évolution doit être l'objet d'une organisation et des processus clairs prédéfinis, soit définis d'avance. Les documents dont les
l'auditeur doit avoir dans ses mains. Nous avons processus de demande d'évolution du périmètre, la liste des demandes d'évolution, les manières de l'utilisateur, les manières d'exploitation, les bilans de qualité des logiciels, les bilans de satisfaction des utilisateurs. Et le 15e point, c'est mise en production. La phase de mise en production est celle de la mise de disposition des utilisateurs. Elle doit se faire de manière ordonnée, en respectant strictement les processus internes lors de la basile des responsabilités entre la direction chargée des projets et la direction chargée de la production. Cette étape soulève souvent des problèmes que l'environnement des tests n'ont pas pu simuler. Donc c'est parmi les étapes qui sont vraiment complexes. Il faut la cohérence entre les deux parties. Et comme je l'ai cité, et les parties en question, il y a la direction des chargés de projet et la direction des chargés de la production. Et nous allons continuer à dire qu'il est donc primordial d'assurer la reprise d'activité le plus rapide possible après la mise en production de l'application pour ne pas gaspiller la période de garantie. L'auditeur doit détenir les documents tels que les dossiers d'organisation de la direction informatique, la procédure de mise en production. Et c'est ça la fin de notre travail. On a pu réaliser ça en deux avec mon grand Kasereka Mwiranelfas et moi c'est Emmanuel Mbongo. Donc je lui remets la parole. Ok, par conclusion, en fait, on venait de voir l'audit de projet. Et on a dit que c'était processus visant à quoi examiner la manière dont les enjeux informatiques sont pris en compte dans ces projets donnés. Alors il y a les enjeux on a commencé par les enjeux et on a fini par la mise en production, c'est-à-dire la mise en œuvre du projet. Alors ici, de plus ici, l'auditeur doit vérifier quoi? Il doit vérifier que la direction chargée du système informatique est convenablement associée à la définition des attendus informatiques du projet. Oui, en fait, l'auditeur doit formuler des recommandations utiles en matière pour garantir que les problématiques informatiques sont correctement prises en compte dans le cadre du projet audité. Nous disons et nous vous remercions. Ceci a été présenté par Kasereka Mwiranelfas et puis avec le confrère Emmanuel Mbongo. Nous disons et nous vous remercions. Bonne audition pour l'audio que vous allez comprendre. Essayez de comprendre tout ce que nous avons fait vraiment. À très bientôt. Merci. Merci.